Ce sommet est un piège parce que en Afrique, il est présenté comme le sommet de Barack Obama et des chefs d'État africains. Mais ce n'est pas ça. C'est le sommet US and African Leaders in Washington. Le sommet des États-Unis et des leaders africains à Washington. Et les chefs d'État africains vont vite le découvrir, à qui on va tenter d'imposer des calendriers de changement de régime, c'est que les leaders, pas uniquement eux, se sont pleins de participants d'une soi-disant société civile, d'une soi-disant génération politique entièrement contrôlée par les Américains. Ça va être ça. Les chefs d'État africains n'ont pas retenu l'histoire de la subversion américaine depuis 20 ans en Amérique latine, dans les Balkans ou dans l'ex-Union soviétique. Je l'ai déjà dit, moi je n'en attends qu'une chose, c'est l'aggravation des difficultés de l'Afrique. On sait, dans tous les pays du monde, Irak, Afghanistan, Libye, Somalie, Mali, Centrafrique, partout, et je m'en tiens aux 10 dernières années, partout, la volonté de changement de régime soi-disant démocratique des États-Unis a donné la guerre civile, la désunion, la désintégration des pays. Voilà ce qu'est le modèle américain tel qu'il va se révéler à l'Afrique. Justement, Luc Michel, certains de nos confrères pensent que la cible de Washington à l'issue de ce sommet, c'est surtout le grand marché africain, Luc Michel. Pourrait-on dire que business first? Mon cher Bachir, ce que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est que la politique internationale n'a rien à voir avec la philanthropie, n'a rien à voir avec les bons sentiments. C'est une question de recherche de pouvoir géopolitique et politique, c'est une question d'intérêt, et dans le cas d'un régime comme le régime américain, qui est celui d'une oligarchie politico-financière, donc, que cherchent les Américains en Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique pour les Américains? C'est avant tout un grand marché. Un marché en pleine expansion, parce que c'est ça qu'il faut constater. Il y a une donnée à comprendre, il y a un cabinet de conseil financier très influent aux États-Unis, c'est le Frontier Strategy Group. C'est un cabinet de conseil qui définit les marchés émergents avec une notion typiquement américaine, celle de frontières économiques, de frontières de développement. C'est une notion qui est liée, c'est important de le comprendre, à l'expansion américaine. Il y a eu la frontière, le Far West, ce sont les films de cow-boys que tout le monde connaît, qui ont permis le développement des États-Unis. Il y a eu ce que Roosevelt a appelé la nouvelle frontière, c'était l'expansion économique du New Deal. Et il y a maintenant, visiblement pour eux, une frontière à conquérir. Dans cette frontière, l'Afrique est dans le collimateur et le Frontier Strategy Group identifie 20 marchés frontières, comme ils les appellent, notamment en Afrique, le Nigeria et le Kenya, et qui sont des marchés émergents. Luc Michel, venons-en au grand sujet occulté de ce sommet, c'est bien sûr le soft power USA et les changements de régime au niveau de l'Afrique. Le temps, il faut le rappeler, c'est 3 et 4 août déjà, été mis de façon sèche, mais diplomatique, peut-on dire, sur ces sujets. Mais Bachir, effectivement, le grand événement de ce jour, et il ne va sans doute pas être identifié tel quel dans les médias occidentaux, mais ce ne sont pas les réunions économiques. Le grand objet de ce jour, c'est le soft power américain et la volonté de changement de régime en Afrique, sur le modèle de ce qui s'est fait en Europe orientale, de 1991 à nos jours, et sur le modèle de ce qui se fait dans le monde arabe, le soi-disant printemps arabe depuis 2011, avec le succès que l'on sait.
En effet, il y a quelque chose de très important dans la politique internationale moderne, c'est la division entre le soft power et le hard power. C'est une notion au départ occidentale, mais elle est très suivie en Russie, par exemple. Qu'est-ce que c'est le hard power? Ben, écoutez, c'est la puissance militaire, c'est, par exemple, imposer des changements de régime par la force. Qu'est-ce que c'est le soft power? C'est l'influence culturelle, l'influence politique, la formation des élites de l'adversaire suivant vos propres critères, c'est l'utilisation, par exemple, du référendum pour changer le régime. Là, Poutine a très bien compris la leçon. Avec mon ONG EIOD aussi, nous l'avons très développé. EIOD fait effectivement du soft power, ce que la presse belge, qui ne nous aime guère, appelle notre diplomatie parallèle. Ce 4 août, c'est le jour du soft power, et demain, ce sera le jour du hard power, puisqu'on parlera sécurité et guerre contre le terrorisme à Washington. Le soft power américain, c'est l'occasion de le découvrir. Les chefs d'État africains n'y ont pas pris garde, mais ils auront le temps d'y réfléchir ensuite et de prendre les mesures qui seront nécessaires, comme l'ont fait certains régimes en Europe orientale, au Bélarus ou en Russie. Les Américains sont en effet en train d'implanter ce que j'appelle moi un parti américain en Afrique, ce qu'eux appellent le développement de leaders civiques et le développement de la société civile. Première grande réunion, elle a eu lieu hier, c'était ce qu'on appelle les YALI, les Young African Leaders. C'est une structure créée par décision personnelle de Barack Obama. Il s'agit donc de développer en Afrique le leadership civil. De quoi s'agit-il? Des centaines d'étudiants, de jeunes Africains, de jeunes politiciens, de jeunes universitaires, de chercheurs, sont pris en main, de jeunes chefs d'entreprise aussi, sont pris en main, se voient offrir des bourses, des études aux États-Unis, et on leur inculque évidemment le background de la civilisation américaine, c'est-à-dire qu'ils cessent d'être africains pour devenir américains dans leur tête. On a vu hier des images de cette réunion. On était en pleine américano-latrie. Lorsque je parle de grand-messe, eh bien, hier, les jeunes Young African Leaders ont adoré le Dieu Obama. Il fallait voir ces sourires idiots. Il fallait voir surtout ces centaines d'Africains typiquement habillés à l'américaine, avec beaucoup de mauvais goût. Pas un habit traditionnel africain, pas une coiffure traditionnelle africaine, des cheveux lissés, des blazers d'université américaine, des robes du soir de proms américaines. C'est ça, les YALI. Mais ces YALI vont rentrer, c'est la première année, la première promotion. Ils vont rentrer en Afrique, d'autres vont se former. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, écoutez, Bachir, il faut aller voir en arrière. Les Young Leaders, ce n'est pas une idée subite d'Obama pour l'Afrique. C'est en fait, lorsqu'on va voir le cas de la France, une vieille expérience. En 1976, rappelons-nous, à l'époque, la France de Gaulle a quitté l'organisation politique de l'OTAN. De Gaulle s'est opposé aux Américains, au Cambodge, dans son discours de Phnom Penh. Il s'est opposé aux Anglo-Saxons dans son retentissant discours du Québec, vive le Québec libre. Il a, injure suprême, développé une bombe atomique française. Il y a à l'époque une grande politique arabe de la France. La France du Pompidou est l'alliée de Muammar Kadhafi, par exemple, on l'a oublié. Elle est aussi l'alliée de la Yougoslavie de Tito. Elle a un pied chez les non-alignés. C'est intolérable et les Américains réagissent. Ils créent avec un président français pro-américain, c'est Giscard d'Estaing. De Giscard d'Estaing et de son parti
les républicains indépendants, le général de Gaulle et les barons gaullistes disaient qu'il s'agissait du parti américain, justement. C'est la même expression qu'utilisait le père du nationaliste révolutionnaire européen Jean Thiriert, et il disait les Américains. En 1976 est créée la French American Foundation pour resserrer les liens, et en 1981, nous y voilà, est créé les Young Leaders. Les Young Leaders, c'est exactement, au niveau français, ce qu'Obama fait aujourd'hui. Bachir, quel a été le résultat de tout ça? Eh bien, moi, je vais vous lire une liste de personnalités qui ont été des Young Leaders, qui ont été pris en main par les Américains dans la politique française. Dans le gouvernement Hollande, ils sont 9 anciens Young Leaders, dont Hollande lui-même. Quelques exemples avec leurs fonctions. Tout le monde des affaires, tout le monde de la finance, mais surtout le monde de la presse. Le monde de la presse qui est capital, qui n'est pas le quatrième pouvoir, ça c'était avant, c'était il y a longtemps, dans les années 30. La presse aujourd'hui, c'est un des appareils d'État de l'impérialisme américain. Henri de Castries, président du groupe AXA, groupe de banque et d'assurance. Jérôme Clément, président d'Arte. Laurent Cohen-Tannougui, président du grand groupe Sanofi. Annick Cogent, journaliste au Monde, c'est elle qui a commis le livre immonde où on accusait des pires turpitudes sexuelles Muammar Kadhafi. Jean-Marie Colombani, fondateur de SLED, ancien directeur du Monde. Mathieu Croissant-D'Eau, rédacteur en chef adjoint du Nouvel Observateur. Jean-Louis Gergerin, moins connu, c'est une des sommités du groupe d'armement français EADS. EADS, c'est aussi Airbus. Nicolas Gaume, PDG de Mimesis République. Bernard Guetta, éditorialiste à France Inter. François Hollande, président de la République. Éric Israélevitz, directeur du Monde. Laurent Geoffrin, PDG de Libération. Jean-Noël Jeanneney, président de la Bibliothèque nationale de France. Alain Juppé, l'un des patrons de la droite française, maire de Bordeaux. Et on continue. Il faut l'écouter. Vous devez l'écouter parce que ça vous donne une idée de qui vous allez avoir à la tête des États africains dans 20 ans. Sylvie Kaufmann, journaliste au Monde. Yves de Kerdrel, éditorialiste au Figaro. Anne Verjon, présidente d'Areva, le grand groupe qui dirige les centrales nucléaires françaises et accessoirement l'exploitation de l'uranium du Niger. François Léotard, ancien ministre de droite de la Défense. Bruno Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Alain Ming, le conseiller de tant de sommités politiques françaises. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. C'est lui, le Young Leader, l'homme des Américains, qui raconte qu'il faut produire national. On continue. Aquino Morelli, conseiller politique de François Hollande jusqu'à il y a peu. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Olivier Nora, président des éditions Fayard, le plus grand groupe de l'édition française. Christine Ockrent, journaliste, épouse du néocon français Bernard Kouchner. Denis Oliven, président d'Europe 1. Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Alain Richard, ancien ministre de la Défense. Jacques Toubon, un des chefs de la droite. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes. Ça, c'est pour les plus connus. C'est la gangrène américaine qui s'est emparée des cerveaux de l'élite française et qui a vassalisé la France. Après ça, ne vous étonnez pas si de Sarkozy à François Hollande, la France du général de Gaulle, qui était la principale opposition à l'américanisation de l'Europe, est devenu le meilleur vassal de l'Amérique. Et s'il y a un axe Paris-Washington, si Sarkozy puis Hollande ont été à la tête des agressions américaines contre la Libye puis la Syrie, c'est ce qui attend l'Afrique. Mais Luc Michel, ceci est
très effrayant, il faut le dire ainsi, puisque là, on assistait, ou alors on a assisté à la mise sous contrôle de toute la vie politique et médiatique de la France. Et vous me dites que c'est ce qui attend les Africains, ou alors c'est ce que les Américains préparent pour l'Afrique. Ça ne s'arrête pas à ça. Le soft power américain déployé en Afrique, il vise aussi au contrôle de la société civile. Il y a précisément aujourd'hui un forum de la société civile à Washington. La société civile, il faut comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on ignore l'idéologie de l'adversaire, on ne comprend rien à ce qu'il fait. Derrière la notion de société civile, il y a justement George Soros, l'ancien financier hongrois, devenu l'un des financiers, l'un des penseurs de l'impérialisme américain. Soros, c'est l'homme qui a conçu et financé, avec l'aide notamment d'un John McCain, les révolutions de couleur en Europe de l'Est. Qu'est-ce que c'est la société civile? C'est la société qui va aider, en passant du côté occidental, à la transition des anciens États soviétiques, puis arabes, du côté américain. Mais on ne s'arrête pas encore à ça. Il y a une troisième chose, ce qu'on appelle l'Africa American Institute, qui est dirigée par une américano-congolaise, Madame Kajunju. Que veut-elle? Elle, c'est intervenir dans le domaine de l'éducation pour raffermir ce qu'elle appelle les liens entre l'Afrique et les États-Unis, mais en fait, la captation des élites africaines, notamment par l'attraction des universités américaines, vers donc la captation des cerveaux africains pour qu'ils passent sous le contrôle des Américains. Luc Michel, si je vous ai très bien compris, la création de cette société civile, entre guillemets, très particulière même, ce sont des révolutions de couleur version africaine. C'est ça, le soft power américain. Après ça, évidemment, lorsqu'existe la société civile, lorsqu'existe ce qu'ils appellent un leadership civique, c'est-à-dire des leaders pour l'opposition, arrivent les révolutions de couleur, au départ avec une agitation dite pacifique. Ce sont les fameux réseaux Otpor dont nous avons beaucoup parlé à propos de l'Ukraine, mais aussi de l'Égypte, de la Syrie et de la Libye. Et puis arrivent évidemment les groupes violents, l'extrême droite et les néo-nazis en Europe, les djihadistes en Afrique et ailleurs. Le soft power américain, en fait, c'est une belle escroquerie. Puisqu'ils prétendent que eux sont le soft power et que, par exemple, un homme comme Poutine représente le hard power des FARC. Non, ils combinent exactement les deux. Il y a d'un côté la puissance financière américaine, l'attraction de l'argent pour des élites que n'intéresse que la réussite individualiste et égoïste. Et il y a évidemment, dans la tradition, comme l'appelait un président américain en 1910, Theodore Roosevelt, l'oncle de Franklin Roosevelt, c'était la politique du gros bâton. Qu'est-ce que c'était la politique du gros bâton? Eh bien, il expliquait à l'époque il visait à s'emparer de l'Amérique centrale, il disait, d'un côté je souris, mais dans ma main droite, j'ai le gros bâton pour frapper. Le gros bâton pour frapper, c'est la 5e flotte américaine à Bahreïn, c'est la 6e flotte américaine en Méditerranée à Naples, et c'est, nous en parlerons demain, c'est l'Africom et ses pseudopodes en Afrique. Luc Michel, et si on prend conscience du danger, est-ce que les chefs d'État africains ciblés ont du temps pour se réorganiser? Bachir, malheureusement, non. Les chefs d'État africains n'ont pas du temps pour s'organiser. Parce que si les Yali, c'est la première année, l'African American Institute, par exemple, lui, a 20 ans d'activité. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier, nos téléspectateurs vont tout de suite comprendre. L'American African Institute a formé Alassane Ouattara, actuel président de Côte d'Ivoire, l'a amené au Fonds monétaire international dont il a été un des directeurs adjoints, et puis l'a mis au pouvoir par justement ce processus
de révolution de couleur, c'est-à-dire un mélange d'opposition politique, de campagne sur des élections soi-disant truquées, et puis de force brute. La force brute, ça a été celle des milices de Ouattara et de l'armée française. Voilà un autre exemple. Second exemple connu, la présidence du Malawi, qui a également l'actuel Banda, qui a été formé par l'African American Institute. Ça ne s'arrête pas ni au Yali, ni à la Hahaï, mais il y a d'autres organismes. Il y a par exemple la Bloomberg Foundation for Charity. La soi-disant aide à la charité en Afrique de Bloomberg, c'est quoi? C'est notamment l'aide à la formation de journalistes, c'est-à-dire l'américanisation de journalistes africains qui vont servir à la déstabilisation des pays dont ils sont issus. Et ça ne s'arrête pas encore à ça. Il y a un autre groupe, le National Democratic Institute, un think tank qui dépend du Parti démocrate américain. C'est un des organisateurs, le principal du forum civique, justement aujourd'hui. Eh bien, lui fait la même chose. Il finance de la formation d'étudiants, de la prise en main de jeunes politiciens, des budgets pour la soi-disant presse libre en Afrique. On en est là, évidemment. Donc, s'imaginer que l'on pourra avoir de longues années devant soi, non. L'assaut est déjà en train de s'organiser, par exemple, contre le Cameroun ou contre la Guinée équatoriale. Luc Michel, pour sortir, c'est donc dire qu'il y a une bataille de l'information en Afrique et ce sommet en est une illustration. Bachir, effectivement, je viens de parler de la bataille des médias, vous le soulignez vous-même, il y a actuellement une grande bataille des médias en Afrique. L'exemple le plus évidemment probant, le plus significatif, c'est l'assaut mené par le Quai d'Orsay, le gouvernement français, via CanalSat, contre Afrique Média, qui a été brutalement retiré de son satellite. Ça, c'est un exemple. Il y a la volonté de créer une chaîne soi-disant africaine d'information qui sera en fait la voix des États-Unis en Afrique via Euronews. Euronews qui, sous contrôle financier et politique des gouvernements français et allemands, devrait s'appeler plutôt US Propaganda News. Le sommet de Washington, évidemment, est l'occasion de cette bataille des médias. Tout est fait pour qu'il y ait une information unilatérale, canalisée. Le monde unipolaire, l'Amérique le veut aussi, dans le monde des médias, et il ne faut pas de voix divergentes à cette grand-messe. Et une fois de plus, eh bien, on en revient au cas de Afrique Média ou d'EOT TV. Nous avons demandé un certain nombre d'accréditations. Nous sommes des professionnels de l'information. Afrique Média est une très grande télévision. C'est la première des grandes télévisions panafricaines. On ne nous a même pas répondu. Nous n'avons pas eu nos accréditations, à l'exception d'une journaliste d'EOT TV. Et évidemment, il s'agissait que nous ne puissions pas nous exprimer sur le sommet de Washington. Je tiens évidemment à rassurer tous nos téléspectateurs, comme vous le voyez avec cette émission et avec les deux qui vont suivre, nous ne nous laissons pas impressionner et nous sommes parfaitement capables, avec nos contacts sur place et nos relais à Washington, nous sommes parfaitement capables évidemment d'assurer une couverture sérieuse de ce sommet, dans un sens évidemment qui ne va sans doute pas plaire à l'instrument de propagande du Stade département ou de la Maison Blanche. Voilà, Luc Michel, nous ne nous laisserons pas intimider, comme vous le dites si bien. Afrique Média, la télévision panafricaine et son vaste réseau de correspondants à travers l'Afrique et le monde vous disent merci. Merci à EOT TV avec qui nous coproduisions cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain et après-demain pour la suite donc de notre grande balade au cœur même du sommet États-Unis-Afrique.